La dernière note de son violoncelle flottait dans l'air, une sonorité mélancolique et parfaite, vibrante d'une vie propre. Zara laissa retomber l'archet, les doigts douloureux. La soie cramoisie de sa robe effleurait sa peau. Des applaudissements polis et distants parcoururent la grande salle de bal de l'hôtel Latte. Elle était comme un fantôme, un simple figurant. 18 ans, boursière au conservatoire, à des années-lumière des diamants et des costumes sur mesure qu'il observait. Elle garda les yeux baissés, une astuce d'artiste pour maîtriser son trac, le regard fixé sur le sol de marbre étincelant. C'est alors qu'elle commit l'erreur de lever les yeux. Son regard s'arrêta sur un homme qui dominait le centre de la salle. Il n'était pas debout. Il était assis dans un fauteuil roulant, une machine de chrome poli et de cuir noir qui semblait plus usée que médicale. Son costume, d'un gris sombre et impeccable, taillé avec une telle précision qu'il semblait une seconde peau épousant les lignes nettes de ses épaules et de sa poitrine, captivait tous les regards. Mais c'était son immobilité qui attirait l'attention. Dans cette pièce bruyante et agitée, il était un point d'attraction absolu. Tous gravitaient autour de lui, leur rire un peu trop fort, leur regard un peu trop insistant. Puis elle aperçut la femme. Elle se tenait devant lui, une vision d'un gris pâle et chatoyant, sa beauté aussi tranchante et froide qu'un éclat de verre. Hoi Mina. Zara connaissait son nom grâce aux pages mondaines. La fille d'un magnate de la technologie, fiancée à l'homme en fauteuil roulant. Kwon Jin-woo. Son nom n'apparaissait pas dans les journaux. On le murmurait dans les ruelles sombres et les salles de réunion, un nom qui évoquait la peur et le pouvoir. La voix de Mina, bien que basse, résonna dans le silence soudain et attentif. Une bague. Vous m'offrez une bague, Jin-woo, depuis ce fauteuil. Son rire était sec et désagréable. J'aurais dû être l'épouse d'un empereur, pas la nourrice d'un. Ses fiançailles sont rompues. L'humiliation était si forte qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Tous les regards étaient rivés sur lui, sur le coffret de velours encore ouvert dans sa main. Son visage était un masque de pierre, son expression indéchiffrable. Mais Zara le vit. Une lueur dans ses yeux d'obsidienne. Un resserrement des muscles de sa mâchoire. Il ne regarda pas Mina. Son regard se leva, balayant la foule silencieuse avec une lenteur inquiétante. Ses yeux étaient froids, prédateurs et d'un vide absolu. Et puis ils la trouvèrent. Ils s'arrêtèrent sur la jeune fille en robe rouge, l'étrangère. La musicienne tenant un violoncelle qui était son seul rempart. Il la regarda, et pendant une seconde terrifiante, Zara eut l'impression d'être seule au monde. Il la vit, elle, pas seulement sa robe ou son instrument, mais son essence même, la part d'elle-même prisonnière de cette cage scintillante, tout comme lui. Il fit un léger signe de tête, presque imperceptible, à un homme qui se tenait derrière lui, sur sa droite. L'homme se déplaçait avec la grâce silencieuse et efficace d'un chien de chasse. Il se fraya un chemin à travers les invités figés, sa destination sans équivoque. Il s'arrêta devant elle, sa présence l'isolant du reste du monde. « Mademoiselle, dit-il d'une voix grave et profonde. Monsieur qu'en souhaite-vous voir ?» Ce n'était pas une demande. C'était une politesse, un voile ténu sur l'acier d'un ordre. La panique, froide et aiguë, la glaça. Elle serra son violoncelle plus fort. « Je crois qu'il y a une erreur. Je ne suis que l'interprète. » « Il n'y a pas d'erreur, » dit l'homme, le regard impassible. On la conduisit sur le sol de marbre, chaque pas semblant durer une éternité. Le silence était si profond qu'elle entendait le bruissement de sa robe, les battements frénétiques de son cœur. Elle s'arrêta devant le fauteuil roulant. De près, Kwon Jin-woo était encore plus impressionnant. Une fine cicatrice barrait son sourcil gauche, une ligne blanche sur sa peau bronzée. Ses mains reposaient sur les accoudoirs de son fauteuil, les doigts longs et parfaitement immobiles, mais elles dégageaient une immense puissance contenue. Il sentait le santal et une odeur froide, comme l'ozone après une tempête. Il ne regarda pas la femme humiliée qui se tenait toujours près de lui, le visage blême de stupeur d'avoir été si complètement ignoré. Il ne regardait que Zara. « Votre nom ?» dit-il. Sa voix était grave, un grondement sourd qui vibra dans le sol. « Zara » parvint-elle à articuler, sa voix n'étant plus qu'un fil. « Zara Kinsley. »« Zara » répéta-t-il, et le son de son nom dans sa bouche était différent. C'était un acte de possession. Il tourna légèrement la tête, son regard se posant enfin sur le visage stupéfait de son ancienne fiancée. Sa voix était basse, mais elle traversa la salle de bal, atteignant chaque recoin. « Vous avez raison, Manet. Je ne peux pas offrir à ma femme un mari qui puisse tenir debout. Mais je peux lui offrir un empire. » Son regard se posa de nouveau sur Zara, la clouant sur place. « Le mariage aura lieu demain. Mon assistante s'occupera des préparatifs. » Il ne lui avait pas demandé son avis. Il avait informé le monde entier.
Il l'avait prise, une parfaite inconnue, et l'avait placée sur un trône vide pour prouver que le trône lui-même était tout ce qui comptait. La femme en gris recula, le visage figé par l'incrédulité et la fureur. Les invités commencèrent à murmurer, le choc se dissipant comme une fièvre. Zara resta figée, le violoncelle dans sa main, dernier vestige d'une vie qui venait d'être effacée. Elle avait été engagée pour jouer de la musique pendant 1 heure. Au lieu de cela, elle avait été enrôlée de force dans une guerre, un pion dans un jeu de pouvoir qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. L'assistante de Kang Jin-woo lui prit délicatement le violoncelle des doigts engourdis. Un autre garde apparut à ses côtés. On l'emmenait, son destin scellé par un acte d'orgueil brutal. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Elle était entrée dans cette grande salle en tant que musicienne. Elle en ressortait comme la propriété de l'homme le plus dangereux du monde. L'âme. Le Penthouse était une cage de verre et d'acier, suspendue au-dessus de l'étendue scintillante de l'âme. Pendant 3 jours, Zara ne vit que la vue panoramique sur le fleuve Han et le mobilier minimaliste et froid qui emplissait l'espace. Elle était prisonnière dans un palais. Sa robe rouge avait été remplacée par une garde-robe de vêtements sur mesure, exquis qu'elle n'avait pas choisi. Son violoncelle trônait dans un coin du vaste salon, intact, monument à une vie qui ne lui semblait plus réelle. Kang Jin-woo était une présence silencieuse et constante. Il travaillait dans un bureau immense à une extrémité du Penthouse, son fauteuil roulant se déplaçant dans un bourdonnement presque imperceptible sur le sol en béton poli. Il répondait au téléphone en russe, en japonais et en anglais. Sa voix était toujours la même, basse et monotone. Il ne la traitait pas avec cruauté, mais avec une indifférence glaciale, comme si elle était une œuvre d'art de plus, acquise pour orner sa demeure. Sa présence était un fait, non une considération. Elle apprit à le connaître par bribes, au détour de conversations surprises et à travers la peur différente que lui inspiraient les hommes qui allaient et venaient. La Bobine d'Or Syndicate, un empire bâti sur le transport maritime, la technologie et les courants obscurs et violents qui coulaient sous la surface de la ville. Ce n'était pas un homme d'affaires. C'était un roi. La première fissure dans son armure apparut la 4e nuit. L'atmosphère du Penthouse devint lourde d'attention qui n'avait rien à voir avec elle. Des hommes au visage grave, leurs armes à feu visibles sous leurs vestes, se déplaçaient dans les pièces, leurs mouvements secs et précis. Jin-woo était dans son bureau. La porte, pour une fois, grinça légèrement. Zara, attirée par le sentiment palpable de crise, se tenait dans le couloir, dissimulée dans l'ombre. Les Tortues Noires passent à l'action sur le port, rapporta son lieutenant, Monsieur Choi. Ils pensent que l'incident du gala était un signe de faiblesse. Ils testent le périmètre. Jin-woo lui tournait le dos. Il contemplait les lumières de la ville, un verre de whisky intact sur le bureau à côté de lui. La faiblesse est une perception, dit-il d'une voix dangereusement douce. Qui la teste? Qui la trouve insuffisante? Doublez les gardes dans le secteur. 4. Je veux le nom de leur capitaine sur mon bureau demain matin et savoir qui a parlé. Il y a une fuite. Oui, monsieur. Choi. Jin-woo appela alors que l'homme se retournait pour partir. Mon cousin Santin, où est-il? Il supervise les opérations de Gongnon, comme on me l'a ordonné. Gardez un homme à ses trousses. Un homme loyal. Les mots résonnèrent dans l'air. Mon cousin. Une graine de compréhension commença à germer dans l'esprit de Zara. Un roi en fauteuil roulant. Un cousin en position de pouvoir. Un avertissement. Il Fallait le Surveiller. Le danger devint réel 1 heure plus tard. Ce n'était pas une attaque bruyante, mais quelque chose de bien plus insidieux. Une coupure de courant soudaine plongea le Penthouse dans l'obscurité. Les lumières de secours projetaient de longues ombres déformées. Le claquement sec d'une détonation étouffée résonna en provenance de l'ascenseur privé. Le cœur de Zara fit un bond dans sa gorge. Elle ne cria pas. Son entraînement, les innombrables heures de discipline que son violoncelle lui avait imposées, prirent le dessus. Elle se plaqua contre le mur, se rendant une cible plus petite. La voix de Wu perça l'obscurité de son bureau, calme et assurée. Choi, rapport. L'équipe du hall est neutralisée. Ils sont dans la cage d'ascenseur. Le combat fut rapide et brutal. Zara entendit des grognements, le bruit sourd des corps s'écrasant au sol, puis le silence. Un instant plus tard, les lumières se rallumèrent. Choi se tenait dans l'embrasure de la porte, son ascutaille, une traînée de sang sur la joue. 2 de ses hommes traînèrent un intrus masqué dans la pièce. Jin-woo sortit du bureau en fauteuil roulant. Il regarda l'homme capturé, le visage impassible, mais les yeux flamboyants d'une froideur implacable. Il n'avait pas encore bougé de sa chaise. Il était la menace la plus redoutable de la pièce. C'est alors que Zara le vit.
Une tache sombre s'étendait sur la manche de sa chemise blanche, juste sous l'épaule. Du sang. Dans la confusion, une balle perdue l'avait frôlé. Ces hommes étaient trop concentrés sur l'intrus, sur la menace, pour l'avoir remarqué. Elle agit avant même de réfléchir. Elle traversa la pièce, ses pantoufles résonnant silencieusement sur le sol. Elle s'agenouilla près de son fauteuil roulant, ignorant le regard choqué de Choi et l'inspiration soudaine et haletante de Jin-woo. « Vous êtes touché, dit-elle d'une voix calme. Il baissa les yeux vers elle, les paupières plissées. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment depuis la nuit du gala. Il semblait surpris de la trouver là, une personne réelle, et non un simple symbole. « Ce n'est rien, dit-il d'un ton sec et méprisant. Ça va s'infecter si on ne nettoie pas, dit-elle en regardant Choi. Y a-t-il une trousse de premier secours? Le lieutenant, impassible, fit simplement un signe de tête vers les toilettes. Zara alla la chercher, ses mains agissant avec une efficacité rodée. Elle découpa le fin tissu de sa chemise, révélant la profonde entaille rouge le long du muscle dur de son bras. Son toucher était doux, mais ferme, impersonnel et professionnel. Il resta immobile, la regardant. Il ne broncha pas lorsqu'elle nettoya la plaie avec de l'antiseptique, sifflant à peine sous la piqûre d'alcool. Elle travaillait en silence, concentrée au maximum. Elle sentait la chaleur. De sa peau, de la force solide de son corps. Elle sentait son regard posé sur son visage, sur ses mains. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé de non-dits. Au milieu de la violence et de la mort, ce simple geste de soin semblait à la fois intime et profondément dangereux. Lorsqu'elle eut terminé, elle fixa soigneusement le bandage avec du ruban adhésif. Elle leva les yeux et croisa son regard. Il la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il l'avait vue, non pas comme la jeune fille en robe rouge, non pas comme son épouse décorative, mais comme une femme qui ne s'effondrait pas face à la crise, une femme qui agissait. Elle aurait pu fuir pendant l'attaque. Le chaos aurait été la couverture parfaite. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était restée. Elle avait choisi, dans cet instant fugace, de l'aider. « Zara », dit-il. Ce nom était à la fois une reconnaissance silencieuse, une question et une affirmation. Il le prononça comme s'il le goûtait pour la première fois, réalisant qu'il appartenait à la femme agenouillée devant lui, la femme dont les mains survenaient de soigner sa blessure. Il était Kang Jin-woo, un homme qui contrôlait un sombre empire depuis son fauteuil roulant. Et elle commençait à comprendre que sa paralysie n'était pas sa seule blessure. La plus profonde, celle qu'il ne laissait jamais paraître, était la trahison qu'il avait clouée dans ce fauteuil. Les jours suivants furent empreints d'une tension palpable. L'échec de l'attaque du Penthouse avait resserré l'étau de l'emprise de Jin-woo sur son empire, et par extension, sur elle. C'était un maître stratège, son esprit un labyrinthe de contingences et de calculs. Zara l'observait, apprenant les rouages de son pouvoir. Elle voyait comment un simple coup de fil discret pouvait faire changer d'avis un politicien, comment un message transmis avec subtilité pouvait ruiner une entreprise concurrente du jour au lendemain. Son corps était prisonnier du fauteuil, mais son influence était terrifiante. Elle commença à explorer le Penthouse, testant les limites de sa cage dorée. Elle découvrit sa bibliothèque, une pièce tapissée d'étagères du sol au plafond, remplie non seulement de littérature coréenne, mais aussi de Saint-Suma Chavli et d'obscures histoires militaires rédigées dans une demi-douzaine de langues. C'était l'arsenal d'un général qui avait combattu ces guerres se déroulait en silence. Un soir, dans le tiroir d'un bureau ancien, elle découvrit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir, un registre relié cuir. La curiosité, une pulsion dangereuse et irrésistible, la poussa à l'ouvrir. Ce n'étaient pas des documents financiers. C'était un journal écrit de la main, dans l'écriture angulaire et précise de Jin-woo. Des noms, des dates et des annotations d'un seul mot. Mort payé. Final efface. C'était un catalogue de morts, un bilan des vies fauchées pour maintenir son empire. Elle eut la nausée. Ce n'était plus une notion abstraite de danger. C'était la preuve froide et tangible de l'homme auquel elle était liée. C'était un tueur. Elle referma le livre, les mains tremblantes, et le remit dans le tiroir au moment où le bourdonnement silencieux de son fauteuil roulant approchait. Il s'arrêta sur le seuil, les yeux rivés sur elle. Il savait qu'il avait perçu son mouvement, la culpabilité sur son visage. Il entra dans la pièce et s'arrêta devant le bureau. Il n'ouvrit pas le tiroir. Il se contenta de la regarder, l'expression indéchiffrable. « Imaginez, dit-il d'une voix calme, c'est probablement pire que la réalité. Et la réalité est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. » Il s'attendait à de la peur. Il s'attendait à ce qu'elle se détourne de lui, horrifiée. Mais quelque chose d'autre monta en elle, une colère froide et lucide. « Les hommes de ce livre, dit-elle d'une voix basse mais assurée. Avaient-ils des cousins ?
La question le frappa comme un coup de poing. Le masque tomba. Pendant une fraction de seconde, elle aperçut une lueur de douleur brute et sans retenue dans ses yeux avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. C'était sa blessure, la trahison de sa propre famille, celle qui lui avait coûté ses jambes. Elle avait visé la seule vulnérabilité qu'il ne pouvait cacher. « Partez !» ordonna-t-il d'une voix glaciale. C'était la première fois qu'il paraissait vraiment en colère contre elle. La guerre entre eux avait été mise à l'épreuve, mais la guerre à l'extérieur s'intensifiait. Les Tortues Noires, menées par un homme nommé Kong, devenaient plus audacieuses. Elle voyait la nouvelle épouse étrangère de Zhenwu non pas comme une manœuvre de pouvoir, mais comme un fil ténu qu'elle pourrait tirer pour dénouer leurs problèmes. Toute son organisation. Le moment où l'un d'eux a failli perdre l'autre est survenu une semaine plus tard. Zhenwu, pour des raisons qu'il n'a pas expliquées, l'avait autorisé à rendre visite à son ancienne mentor du conservatoire, une gentille vieille dame nommée Madame Park. La visite était étroitement surveillée, avec 2 de ses meilleurs hommes en filature. Ils étaient assis dans un petit café près de l'école, les gardes à une table voisine essayant de se faire discrets, en vain. Tout s'est passé en un éclair. Un ventilateur noir s'est arrêté brusquement. Des hommes masqués ont surgi. Ce n'était pas une tentative d'enlèvement. C'était une exécution. Leur cible, c'était elle. De retour dans son Pantouse, Zhenwu a suivi la scène sur plusieurs écrans. Ses pieds étaient reliés aux caméras de rue et aux caméras corporelles de ces hommes. Il a vu la camionnette, les hommes, Zara pousser Madame Park sous la table un instant avant que les vitres du café n'explosent. Il s'est agrippé aux accoudoirs de sa chaise, les jointures blanchies. Un grognement de fureur lui est monté à la gorge. Il était un roi observant sa propre. La pièce la plus précieuse était sur le point d'être retirée de l'échiquier, et il était impuissant à intervenir physiquement. Mais Zara n'était pas une pièce passive. Lorsqu'un des hommes masqués se jeta sur elle, elle réagit. Elle saisit la cafetière fumante sur le comptoir et la lui jeta au visage. L'homme hurla, chancelant en arrière, ce qui donna à ses gardes l'ouverture qu'ils attendaient. Le combat fut brutal et bref. Une fois terminé, Zara tremblait, le visage pâle, mais elle était indemne. Elle avait fait quelque chose dont elle ne s'était jamais crue capable. Elle avait agi avec une violence qui n'était qu'un pâle reflet du monde dans lequel elle vivait désormais. Elle avait franchi une limite. Cette nuit-là, le silence dans le Pantouse était plus lourd que jamais. Zhenwu la trouva debout près de la baie vitrée, le regard perdu dans la ville. « Ils se sont servis de toi pour m'atteindre, » dit-il. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un constat. « Je sais, » murmura-t-elle. Il rapprocha sa chaise et s'arrêta à côté d'elle. Un parfum de santal et d'ozone emplit la pièce. Un mince espace les séparait. « Ta présence dans cette maison était censée symboliser ma force, » admit-il d'une voix rauque. « Un message à mes ennemis. Je suis intouchable, je peux prendre tout ce que je veux. » Il marqua une pause, le regard fixé sur son reflet dans la vitre. Au lieu de cela, c'est devenu ma seule faiblesse. C'était la chose la plus sincère qui lui ait jamais dite. Non pas une déclaration d'amour, mais quelque chose de bien plus dangereux. Un aveu de vulnérabilité, la confession qu'elle comptait pour lui. Elle se disait que rester était une question de survie. Elle se mentait à elle-même. Le coup de grâce de l'ennemi fut plus cruel qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce n'était pas une attaque directe. C'était un simple message déposé sur le téléphone de Zhenwu. Une photographie. Madame Park, son ancienne mentor, attachée à une chaise dans une pièce faiblement éclairée. Le texte était simple. La salle de concert. Minuet. Ta femme vient seule. Où la musique de la vieille dame s'éteint pour de bon. Il le visait en s'attaquant aux derniers vestiges de son ancienne vie. L'enjeu n'était plus son empire. Il était devenu brutalement personnel. La salle de concert était une cathédrale. Le silence régnait. L'endroit où Zara avait jadis insufflé toute son âme à sa musique était désormais un piège, froid et caverneux. Zhenwu lui avait interdit d'y aller. Il s'en chargerait, avait-il dit. Il enverrait ses hommes. Il réduirait en cendres toute l'organisation de Kang pour récupérer Madame Park. Mais Zara savait que Kong ne voulait pas la guerre. Il voulait un trophée. Il voulait briser Zhenwu en lui prenant la seule chose qu'il ne pouvait protéger ni par ses armées ni par son argent. Elle ne se laissait jamais sauver passivement. Ce n'était pas son genre. Elle quitta le Pantouse pendant que Zhenwu coordonnait son assaut, s'éclipsant avec l'aide d'une servante devenue son amie. Elle ne prit rien d'autre qu'un petit coupe-papier pointu sur son bureau. Elle n'y allait pas pour se rendre, mais pour dicter les règles du combat. Elle monta sur la scène vide, éclairée par une unique lumière fantomatique projetant une lueur solitaire. L'immense auditorium plongé dans l'obscurité retint son souffle. « Je suis là », lança-t-elle d'une voix claire et assurée,
amplifié par l'acoustique parfaite qu'elle connaissait si bien. Kong émergea des ombres des coulisses, un sourire cruel aux lèvres. Madame Park était introuvable. Courageuse jeune fille, ton mari est bien fou de te surestimer. Mon mari, dit Zara en faisant un pas en avant, est fou sur bien des points. Sous-estimer ses ennemis n'en fait pas partie. C'était le signal. Des balcons, de la fosse d'orchestre, des couloirs des coulisses qu'elle avait repérés, les hommes de Zhen Wu surgirent. Ils se déplaçaient avec une grâce silencieuse et mortelle. Les hommes de Kang furent encerclés avant même d'avoir pu lever leurs armes. Mais Kong était intelligent. Il saisit Zara, la plaquant contre lui, un couteau sous sa gorge. « Rappelez-les » gronda-t-il, les yeux exorbités. « Ou elle meurt ici. » Le monde se réduisit au tranchant froid de la lame contre sa peau. Elle sentit son souffle chaud et paniqué sur sa nuque. Elle ne se débattit pas. Elle regarda au-delà de lui, ses yeux scrutant les ombres au fond de la salle. Et puis elle le vit. Zhen Wu se tenait là, en haut de l'allée centrale. Son fauteuil roulant se détachait en une silhouette sombre sur la faible lumière du hall. Son visage était impassible, sa mâchoire crispée par une fureur glaciale et terrifiante. Il n'aurait pas dû être là. Il avait tout risqué pour venir. Il ne dit rien. Il leva simplement la main. Ce n'était pas un ordre donné à ses hommes. C'était un message pour elle. Attends. Zara savait que c'était son moment. Elle devait faire quelque chose qui changerait le cours des choses. Il ne négociera pas, dit-elle à Kong d'une voix basse, presque inaudible. Il te laissera me tuer parce qu'il sait que le prix de ma vie, c'est ton monde entier, et il prendra plaisir à recouvrer cette dette. Elle sentit la poigne de Kang faiblir un instant. C'était l'occasion qu'elle attendait. Elle lui asséna un violent coup de talon sur le coup de pied et, tandis qu'il grognait de douleur, elle lui enfonça le coude dans les côtes. Le couteau tomba avec fracas sur le sol de la scène. Elle s'enfuit en hâte au moment où le premier coup de feu retentit dans la salle. La confrontation fut terminée en quelques secondes. Kong gisait sur scène, une seule balle logée dans le front. La menace était neutralisée. Zhen Wu descendit l'allée en fauteuil roulant, ses hommes s'écartant devant lui comme l'eau. Il s'arrêta au bord de la scène, les yeux rivés sur elle. Le silence retomba, lourd et profond. Madame Park était saine et sauve, déjà secourue dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Le prix avait été payé. L'ancienne vie de Zara, son innocence, la jeune fille simple qui jouait du violoncelle. Tout avait disparu, consumé par le feu de ces dernières semaines. Il la regarda, debout sur scène sous la lumière blafarde, le visage maculé de poussière, le corps tremblant d'adrénaline. Il ne voyait pas le pion qu'il avait choisi, mais la reine qui avait mis son ennemi échec et mat. Sa reconnaissance de ce qu'elle représentait pour lui n'était ni une parole tendre ni une caresse. C'était quelque chose de bien plus significatif. Plus tard dans la nuit, de retour dans le Pantou silencieux, son lieutenant, M. Choi, lui apporta un dossier scellé. « De la part de M. Kang », dit-il avant de partir. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient toutes les informations que le dossier doré contenait sur Kang Sang-un, son cousin, l'homme qui l'avait trahi, celui qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant, relevé financier, adresse secrète, associé connu, la moindre faille. C'était le plan de sa destruction. Au fond, un mot manuscrit de Zhen Wu, la justice est une dette. Celle-ci, c'est à toi de la recouvrer. C'était à la fois une abdication et une offrande. Il lui donnait le pouvoir de le venger. C'était la plus profonde déclaration de confiance dont il fut capable, l'aveu que son empire, son avenir, sa vengeance même étaient désormais inextricablement liés au sien. Elle s'approcha de la grande baille vitrée, le dossier lourd à la main, et contempla la mer de lumière qu'était l'âme de la ville. Cette cité était un royaume de prédateurs, et elle n'était plus une proie. Le bourdonnement de son fauteuil roulant se rapprocha et s'arrêta juste derrière elle. Il ne dit rien. Il ne la toucha pas. Mais sa présence pesait lourdement sur elle, une promesse silencieuse. Elle avait été une étrangère en robe rouge, une jeune fille qui jouait une musique belle et mélancolique. À présent, elle était tout autre. Elle détenait le pouvoir de ruiner l'homme qui avait mutilé son mari. Et dans ce monde sombre et scintillant, ce pouvoir était un langage plus intime que l'amour. Elle avait fait son choix, et la ville en contrebas attendait la suite.